Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Imaginer une agriculture plus résiliente face au changement climatique à l'échelle d'un territoire. C'est le deuxième d'une série de webinaires organisés dans le cadre du projet ClimaVeg. Je suis Solène Le Hérisset, je travaille à Végépolis Valais et nous sommes porteurs de ce projet. Je tiens d'ores et déjà à remercier David Lafont de l'IFV, Yann Mathias et tous les partenaires du projet qui ont participé aux travaux qui vont vous être présentés ce matin. Sur la dia d'après, c'est une dia très classique, pratico-pratique sur les modalités d'un bon déroulement de webinaire, donc je ne vais pas m'attarder dessus et revenir sur la dia suivante sur le projet. Climaveg est l'association de deux mots, climat et végétal. Il porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. C'est un projet qui a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Il comprend 24 tâches de recherche et d'expérimentation et implique 80 partenaires. Il est cofinancé par les partenaires, bien sûr, mais également par deux régions. Le Conseil régional des Pays de la Loire, d'une part, le Conseil régional de Bretagne avec l'ADEME, d'autre part. L'ensemble des actions sont articulées autour du triptyque eau, sol, plante que vous voyez ici. Et les actions sont vraiment de différentes natures. Il y a à la fois des travaux de recherche, des travaux d'expérimentation, mais aussi des ateliers participatifs de co-construction sur différentes thématiques. Vous l'aurez compris, les travaux là sont en train de se terminer. C'est la raison pour laquelle les pilotes d'action et leurs partenaires vous proposent de présenter les résultats qu'ils ont acquis pendant ces 4 années de recherche sur un temps assez court, des webinaires d'une heure. Je vais maintenant laisser la main à David pour la suite de l'animation du webinaire. Et nous espérons qu'il amènera des observations, des remarques. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions tout au long du webinaire. C'est le moment. Donc, à vous de jouer. À toi, David. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter ce qu'on a fait dans la tâche 1.7 du projet ClimaVeg. Alors, dans une partie de cette tâche, il y avait une deuxième action également en grande culture qui sera présentée dans un autre webinaire. Donc, l'idée de cette action, elle est née du constat que, à l'échelle d'un territoire, on parlait d'adaptation au changement climatique quand on a construit le projet. Et à l'échelle d'un territoire, le principal levier d'adaptation, euh, ce serait alors l'adaptation effectivement de toutes les filières indépendamment les unes des autres, mais aussi il pourrait y avoir des arbitrages entre filières euh, en augmentant des surfaces sur certaines filières, en diminuant dans d'autres. La question qu'on s'est posée donc, c'est comment, de quelle manière est-ce qu'on pouvait anticiper ça? Et donc, l'objectif tel qu'on l'a défini, c'est le suivant. C'est de prendre un territoire, en l'occurrence le territoire Layon-Mansuette, le bassin versant du Layon, sur lequel une diversité d'acteurs vont imaginer un avenir souhaitable pour s'adapter au changement climatique. Alors, quand on parle d'une diversité d'acteurs, c'est des agriculteurs, bien sûr, mais aussi leur environnement technique, les conseillers. C'est aussi les élus locaux, les agents publics, des ONG, des acteurs économiques, et puis bah, des citoyens également, qui sont représentés donc dans le collectif. On reparlera un petit peu du collectif en fin de présentation. Alors, ces acteurs, ils imaginent un avenir souhaitable, et en l'occurrence, c'est l'agriculture du territoire en 2050. Le mot important, là, c'est souhaitable. Il ne s'agit pas de faire une projection de où nous emmènent les tendances actuelles de l'agriculture dans le territoire, mais de où est-ce qu'on a envie d'aller. Et ce, afin de se donner un objectif vers lequel on va tendre ensuite, et donc auquel on va pouvoir contribuer les différentes politiques publiques qui seront mises en œuvre sur le territoire. Et donc le tout dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Alors concrètement, comment ça s'est passé? On a fait 4 ateliers d'une journée euh, étalés sur un an, avec à chaque fois donc l'idée d'avoir toujours le même groupe, même si la constitution du collectif a varié, euh, et, et à chaque journée de faire une étape
dans la construction en fait de la compréhension du territoire par les acteurs et la construction de ce projet de territoire. Alors la première journée, elle a consisté euh, à s'approprier le contexte déjà pour le groupe, donc à la fois au niveau changement climatique et également au niveau du territoire, la connaissance du territoire, son agriculture, le contexte pédoclimatique, les enjeux eau également sur le territoire. Et à partir de là, de définir des enjeux locaux, de se dire bah, localement, on a qu'est-ce qu'il va falloir, de quoi il va falloir qu'on parle dans ce projet de territoire. Alors les enjeux qui ont été définis par le groupe sont les suivants. Des enjeux autour de l'eau, à la fois des différents usages de l'eau et puis de la qualité. Des enjeux autour de la biodiversité, en particulier au niveau des sols et le fait d'avoir des sols vivants. Des enjeux autour des modèles d'agriculture, notamment la reconnexion entre l'agriculture et la société d'une part et l'agriculture et la nature d'autre part. Et puis quelque chose autour d'intégrer cette réflexion sur les modèles agricoles dans le cadre global de la transition énergétique, de l'habitat, du social. Des questions autour de l'économie du territoire. Le fait de reterritorialiser l'économie notamment a été mis en avant, d'aller vers de l'autonomie alimentaire et d'adapter les filières au territoire. Une question qui est plus sur finalement de l'atténuation que de l'adaptation, mais de réfléchir aux sources d'énergie aussi pour l'avenir. Et puis l'enjeu central finalement, c'est le choix des productions adaptées au climat qui va permettre de répondre un peu à tout ça. À partir de là, donc la deuxième journée a consisté à faire une première version de ce que serait un projet de territoire, de ce qui serait souhaitable finalement pour l'agriculture de territoire à 2050. Alors cette agriculture par le groupe, elle a été définie de la manière suivante, avec trois principaux qualificatifs. D'abord, il faut une question d'autonomie de l'agriculture, à la fois au niveau fertilisation et au niveau de l'alimentation animale, avec des questions autour du bouclage des cycles notamment. Euh, une agriculture résiliente à deux niveaux. D'abord parce que on a besoin d'agriculture moins dépendante de l'irrigation, d'une part. Et puis on est sur un territoire, on a une grande diversité de production, et ça c'était volontaire dans le choix du territoire au départ. Hein. Et donc maintenir cette diversité, voire la développer, ça semblait un enjeu important. Et puis dernier point, c'est l'agriculture intégrée dans son paysage, avec une complémentarité à l'élevage, notamment à travers la présence de prairies et de bocage, la complémentarité entre agriculture et arbres, et puis le zéro artificialisation net, qui est un enjeu qui a été ressouligné, remis en avant par le groupe. À partir de là, il est apparu quand même dans le groupe qu'il pouvait y avoir des tensions entre certains objectifs. Par exemple, un premier exemple, on sentait que dans le groupe, il pouvait y avoir une tension entre des gens qui étaient plutôt partants de dire qu'il fallait une agriculture nourricière pour le territoire, versus d'autres qui disaient bah, que dans le territoire, on a des productions à forte valeur ajoutée, donc on a une agriculture exportatrice, source de valeur, et que ça, il fallait quand même le préserver. Notre idée pour la suite, c'était d'essayer de chiffrer un petit peu en termes d'évolution du, notamment des assolements, l'impact de ce choix, de ces choix sur l'agriculture et qu'est-ce que ça pourrait donner. Et le fait d'avoir ces ambitions contrastées à différents niveaux, il n'y a pas uniquement à ce niveau-là, euh, on, on s'est rendu compte que si on voulait faire un scénario qui ménage la chèvre et le chou, ben, finalement, on allait arriver à quelque chose de très moyen qui allait pas être très différent de la situation actuelle. Donc, on a plutôt fait le choix, en fait, d'aller travailler au niveau de l'équipe projet sur plusieurs scénarios et de partir sur des scénarios très contrastés. Donc là, il y a eu un gros travail, notamment de l'équipe euh, prospective économique de la Chambre d'agriculture pour définir ces scénarios. Donc voilà, deux exemples hein, parmi les quatre scénarios qu'on a proposés au groupe. Euh, un premier exemple où l'idée était d'orienter sur l'agriculture nourricière, de dire que l'agriculture doit nourrir les habitants et donc produire un panier d'alimentation complet pour les habitants du territoire et au-delà, hein, puisque l'idée était vraiment de maximiser la production alimentaire sur le territoire. Le
le corollaire, donc ça, la clé d'entrée était l'agriculture nourricière. L'un des corollaires, c'était l'augmentation de la quantité d'eau nécessaire, puisque ça allait avec une augmentation forte des surfaces de fruits et légumes, notamment. Euh, euh, et donc ça, c'est un premier scénario qu'on a exploré. Un deuxième scénario qu'on a pu explorer, c'est de dire, cette fois, la clé d'entrée, c'est on n'aura plus d'irrigation. Donc, qu'est-ce qui reste si on n'irrigue plus sur le territoire? Et donc, on se rend compte qu'on revient vers un diptyque qui est un peu historique sur le territoire, qui est l'élevage d'une part et la vigne. En termes, par exemple, d'assolement, ça se traduit par des évolutions de surface agricole, euh, avec dans un cas des fruits et légumes qui augmentent fortement, la vigne disparaît, les céréales augmentent fortement par rapport à la situation actuelle. Dans l'autre cas, bah, la vigne, pour le coup, va augmenter. On est à 13% aujourd'hui, on passe presque à 20%. Les fruits et légumes disparaissent, puisque aujourd'hui, ils sont fortement dépendants de l'irrigation. Voilà. Il ne s'agit pas de détailler tout ça. On a d'autres indicateurs comme ça qu'on a quantifiés, comme la balance azotée du territoire, l'utilisation en eau du territoire, les productions alimentaires pour l'homme et pour les animaux sur le territoire, et puis le cheptel. Donc tous ces éléments pour chaque scénario étaient chiffrés, et donc ensuite ont été mis à disposition du groupe lors de la troisième journée du projet, où là, enfin, cette journée a consisté d'abord, d'une part, à s'approprier ces scénarios proposés, et ensuite à reconstruire avec le groupe un nouveau scénario qui donc quantifié, et à partir de là, d'avoir une discussion sur des éléments euh, qui pouvaient venir nuancer finalement les, les résultats de la quantification du scénario. Alors qu'est-ce que ça a donné? Euh, on a plusieurs clés d'entrée finalement dans le scénario. La première chose, c'est d'assurer l'autonomie alimentaire du territoire. C'est un souhait du groupe, hein. Je précise que ce que je vous présente ici, c'est un souhait du groupe qui a fait la conception. Euh, et donc, moi, je vous le présente de la manière la plus neutre possible. Donc, première clé d'entrée, assurer l'autonomie alimentaire du territoire. Pour le territoire, ça veut dire augmenter fortement les surfaces de fruits et légumes. Les chiffres qui sont mis sont des évolutions par rapport aux surfaces actuelles. Euh, c'est l'ordre de grandeur qui est à retenir, hein, et pas forcément le chiffre précis. Par ailleurs, une volonté de diminuer 30% l'irrigation, puisque le, le groupe a fait le constat que, enfin, pour eux, en tout cas, la tension sur l'eau allait augmenter au fil du temps, et que la disponibilité de l'eau pour l'agriculture serait nécessairement réduite. Enfin, l'agriculture aurait aussi à faire des efforts là-dessus. Ce qui veut dire que pour les grandes cultures, on arrête l'irrigation, et donc toutes les grandes cultures qui vont être cultivées vont l'être en sec. Troisième clé d'entrée, cette fois par rapport à l'élevage, l'idée de conserver le cheptel ruminant, de conserver également le cheptel granivore, donc conserver vraiment de l'élevage sur le territoire, ce qui n'est pas forcément la tendance actuelle. De basculer le cheptel granivore plutôt sous label, là, pour des questions de qualité d'alimentation, notamment pour les habitants de territoire, et d'alimenter le tout localement le plus possible. Ce qui veut dire que avec les pertes de rendement grande culture liées à la culture en sec, hein, on en a nécessairement, il va falloir augmenter fortement les surfaces de prairies temporaires, de légumineuses et de protéagineux. Dernière clé d'entrée, on veut conserver la diversité des productions du territoire. Ça veut dire qu'on va pas faire disparaître complètement certaines productions, mais on va répartir la baisse sur les différentes productions, puisqu'on a augmenté les surfaces fortement jusque-là. Il y a d'autres choses qui vont forcément baisser. Et donc, on va répartir sur les autres productions en fonction aussi des besoins en eau des filières et, euh, et puis des surfaces actuelles. Et donc, voilà à peu près ce que ça donne, hein. On est à moins 44% sur les céréales, moins 30 en vigne. Les plantes aromatiques et l'horticulture sont fortement pénalisées par le fait qu'elles sont pas mal consommatrices d'eau. Et puis, euh, et puis les oléagineux également diminuent fortement. On a quelques bénéfices quand même secondaires entre guillemets de cette répartition. C'est notamment la limitation de l'importation de fertilisants, puisqu'on augmente les surfaces de légumineuses notamment, hein. Et donc ça concourt avec l'objectif d'autonomie du territoire dont on a parlé plus tôt.
À partir de là, donc une fois qu'on a fait cette quantification, le groupe s'est dit, bah, il y a quand même pas mal de choses qui vont venir nuancer ces chiffres-là, qui peuvent permettre de, de faire évoluer les choses. Donc des points d'attention à considérer. Le premier, c'est par rapport à la baisse des surfaces des autres cultures, enfin, il faut quand même conserver tous les plans et semences nécessaires sur le territoire, hein. Les plans et semences sont des cultures présentes sur le territoire, donc il faut essayer de les conserver au maximum. Par rapport à la diversité, bah, aussi se poser la question des cultures non alimentaires, notamment les biomatériaux, les textiles. Ça, c'est un point de diversification supplémentaire. Euh, des choses aussi qui peuvent permettre de nuancer les baisses de surface, c'est le fait de combiner des productions sur une même parcelle. Notamment ont été cités le pâturage dans les vignes ou dans les vergers et l'agroforesterie. On a ensuite le rôle des haies qui a été mis en avant, notamment dans l'adaptation par la régulation de l'eau, par la biodiversité, par la production de matières organiques, qui ont été vraiment mises en avant par le groupe comme pouvant avoir un rôle très important. Et donc tout ça pouvant être regroupé un peu dans une rubrique agroécologie, finalement, le mode d'agriculture basculer sur de l'agroécologie. On a ensuite des questions autour de l'efficience des intrants, alors notamment l'efficience de l'eau. On a parlé donc de régulation de l'eau par les haies, ça peut jouer sur des effets de climatisation à la parcelle. Les arbres aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Et puis des questions de modification des espèces cultivées. Là, on a fait des gros paquets, notamment maraîchage ou horticulture, mais on sait bien en maraîchage, même en arbo, hein, les différentes filières, les différentes productions n'ont pas forcément besoin des mêmes quantités d'eau, donc il peut y avoir des adaptations à ce niveau-là. Et puis il y a toutes les améliorations qui sont travaillées dans les autres actions du projet, et donc qui seront présentées dans d'autres webinaires, qui peuvent aussi amener de l'efficience. Par rapport à l'eau, on a aussi une prise en compte de la saisonnalité des besoins, hein, et donc là, une vigilance à avoir, parce que même si on diminue de 30% l'irrigation, si on concentre tout sur l'été, ça va être compliqué. Au niveau de l'efficience, on peut aussi avoir de l'efficience au niveau de l'azote, donc ça, c'est aussi un point souligné par le groupe. Enfin, il y a un certain nombre de pistes pour l'avenir, donc de réflexion qui peuvent permettre d'aider en fait localement à aller vers ce projet-là. Une première chose autour de la relocalisation, notamment besoin de structures locales pour la transformation d'abattage, et puis d'avoir un rapprochement entre production et consommation au niveau local, et donc toute une réflexion à avoir sur l'emploi local aussi, d'avoir des gens qui vivent sur le territoire, qui se nourrissent sur le territoire. Le rôle des collectivités locales là-dedans a été souligné, alors notamment le soutien à travers la restauration collective, entre autres, et puis l'orientation des surfaces de production avec un point d'interrogation, parce que les leviers aux mains des collectivités locales sont pas très nombreux finalement sur ce plan-là. Quelque chose autour de l'acculturation des acteurs, le fait de dire que si on veut aller vers un projet collectif comme ça, ben, il faut que tout le monde y soit sensibilisé pour comprendre quels sont les enjeux et pourquoi on s'engage dans ce genre de démarche. Et puis, quelque chose qui a été appelé bien compté par l'un des participants, le fait d'intégrer toutes les externalités et de dire que ce projet-là, d'avoir des habitants, par exemple, qui soient localement, qui se nourrissent localement, qui se déplacent moins, qui ont de la nourriture de bonne qualité, va faire que, à côté de ça, ben, on aura sans doute des gens qui auront une meilleure qualité de vie et donc qui seront moins de dépenses de santé, par exemple. Donc, voir comment on peut intégrer tout ça dans le raisonnement. Voilà le projet tel qu'il a été défini par le groupe. La dernière étape de la démarche était de réfléchir à la trajectoire. Donc, on a fait un dernier atelier sur, OK, on voit à peu près où est-ce qu'on a envie d'être en 2050. Maintenant, comment est-ce qu'on y va? Donc, cette réflexion-là, l'idée était de se projeter à différents pas de temps, 2030, 2040, etc., pour essayer de dire, bah, voilà, si on veut être en 2050 à ce niveau-là, bah, en 2040, il faut qu'on soit là, en 2030, il faut qu'on soit là. Quand on a fait l'atelier avec le groupe, on s'est rendu compte que les actions qui étaient proposées, en fait, étaient plutôt des actions à court terme, puisque le groupe s'est dit, bah, finalement, ce qu'il faut, c'est qu'on lance les choses aujourd'hui. Et en 2050, on ne sait pas où on sera, mais au moins, on aura lancé une démarche et une dynamique.
Donc voilà ce qu'il faudrait lancer. Alors, on a des actions qui ont été proposées auprès de différents publics. Voilà les différents publics visés, donc les agriculteurs, la restauration collective, les transformateurs, les consommateurs, les scolaires et les élus. Et les actions qui sont de différents niveaux. Alors je ne vais pas forcément tout détailler ici, hein, parce qu'il y en a pas mal. Euh, mais on a un premier niveau de sensibilisation, donc pour les agriculteurs, pour la restauration collective, pour les consommateurs et les scolaires, et puis pour les élus. Ensuite, on a un deuxième niveau d'action qui est de l'ordre de l'outillage, donner des outils aux différents acteurs pour leur permettre d'avancer. De l'accompagnement également, alors pas mal au niveau des agriculteurs, mais également au niveau de la restauration collective des consommateurs et des élus. Et puis enfin, des choses qui sont plus de l'ordre du soutien financier. Là encore, on retrouve pas mal de soutien autour des agriculteurs, hein, puisqu'on est sur la question de l'agriculture, donc c'est assez logique. Euh, du soutien aussi pour les transformateurs, pour les consommateurs, avec l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation qui est ressortie notamment. Et puis, ça, deux conditions qui ont semblé nécessaires à mettre en avant, mais qui ne dépendent pas des conditions locales finalement, c'est le fait d'avoir des questions de transparence des produits, notamment si on veut que les consommateurs consomment localement, il faut que ce soit identifié. Et puis, l'idée d'avoir alors c'est identifié comme une PAC territorialisée, mais le fait d'avoir des volants financiers qui soient dégagés, des marges de manœuvre qui soient dégagées au niveau du territoire pour pouvoir piloter en fait toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Alors, au-delà du projet lui-même, hein, que je ne vais pas forcément commenter là, la question maintenant, c'est à partir de cette démarche, qu'est-ce qu'on peut en retenir? La première chose, c'est que c'est possible de construire du consensus sur ce sujet. On est parti d'un collectif qui était finalement assez hétérogène. Tout le monde n'était pas forcément d'accord a priori sur les orientations, et la méthode proposée a permis à tout le monde de s'approprier les enjeux et progressivement de construire un consensus et donc un objectif finalement, un scénario partagé vers lequel tout le monde était d'accord pour aller. La deuxième chose, c'est que la constitution du groupe influe fortement le résultat. Et ça, mais c'est pas une surprise pour tous ceux qui ont déjà fait des démarches participatives, hein. On sait que les participants sont conditionnent le résultat. Euh, alors, pourquoi j'en parle ici? Parce qu'en fait, euh, on était dans un projet de recherche, un projet de Climaveg, et donc les acteurs qui ont participé étaient tous des acteurs volontaires. Ce qui veut dire qu'on était aussi sur des acteurs qui étaient déjà sensibilisés aux questions posées, et notamment à la question du changement climatique. Ce qui veut dire aussi que on est peut-être allé plus loin que ce qu'on aurait été si on avait d'autres acteurs moins sensibilisés ou moins sensibles que ça. Dernier point et qui est directement en lien en fait, c'est par rapport à l'implication des acteurs. Et ça dépend de plusieurs choses. Alors ça dépend du portage politique. Ici, on n'avait pas forcément a priori de portage politique, c'est-à-dire que les résultats de la démarche n'étaient pas engageants pour le territoire. Si on avait eu la même démarche avec un soutien affiché au départ d'une collectivité locale, d'une communauté de communes par exemple ou autre, euh, avec affiché également que la démarche aurait une influence sur les choix futurs d'aménagement du territoire, eh bien, on aurait sans doute eu plus d'implication de certains acteurs parce qu'il y aurait eu derrière des impacts directs. Donc ça, c'est un premier point. Euh, Ça dépend aussi de la neutralité du processus, et ça, c'est un point très important euh, qu'on a essayé de maintenir au maximum dans le cadre de la démarche, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand je vous ai présenté les résultats. Là, ce que je vous ai présenté, c'est le résultat du groupe. Alors forcément, quand on fait une synthèse, on va interpréter, mais l'objectif est au maximum de ne pas trahir la, la philosophie globale du projet porté par le groupe, et donc d'avoir un projet qui permette, enfin d'avoir un processus qui permette de faire vraiment ressortir la volonté du groupe.
et donc qui impose pas un résultat en fait précis. Enfin, on aurait fait le même travail sur un autre territoire avec un autre groupe, on aurait pu avoir quelque chose de très différent. Et puis ça dépend aussi de l'engagement du porteur dans la suite donnée, hein, l'implication des acteurs. On sait que toutes ces démarches participatives, si on a un engagement du porteur et notamment du porteur politique à dire bah, je vais prendre les résultats de cette démarche et je vais m'en inspirer pour appliquer ensuite des politiques publiques, bah, il est très important que cet engagement soit tenu pour la crédibilité globale de la démarche et l'implication des acteurs pour la suite. Quelle suite justement à ce projet? Alors il y a, comme je vous l'ai dit, c'était sur un projet de recherche, donc on n'a pas souhaité, enfin on n'avait pas de portage politique directement. Donc notre première action aujourd'hui, c'est de passer le relais aux acteurs locaux. Donc on a fait des présentations à différentes structures localement, le bureau du SAGE, des commissions donc environnement et le groupe de travail sur le plan alimentaire territorial de la communauté de communes Marseille-Urbanse, le bureau de l'antenne locale de la Chambre d'agriculture. Il y a une présentation qui est prévue à la DDT également. Et voilà, on est en train aussi de solliciter éventuellement d'autres acteurs pour présenter ça, d'autres communautés de communes par exemple, qui sont également sur le territoire, pour présenter ces résultats et pour que finalement les acteurs locaux puissent s'en saisir. Et dans les présentations qu'on a fait jusque-là, le constat, c'est que de toute façon, c'est un sujet qui fait réagir. Même si les acteurs auxquels on présente qui sont pas forcément d'accord avec les orientations données par le groupe, la démarche elle-même est appréciée. Et il y a sans doute, voilà, pour l'instant, les acteurs sont en train de se concerter un petit peu pour voir quelle suite ils vont donner, mais il y aura sans doute une suite qui sera donnée localement. En tout cas, je le souhaite. Autre type de suite, bah, c'est la diffusion, hein, donc le webinaire qu'on fait aujourd'hui, donc présentation au public, et donc là on imagine faire une présentation plus grand public, mais sans doute attendre finalement que les acteurs locaux s'en soient emparés et pu avancer dans leur réflexion là-dessus avant de faire une présentation publique sur le territoire pour éviter de, de donner l'impression à certains acteurs du territoire que ce que je viens de vous présenter, c'est ce qui va être fait, ce qui peut être, euh, ce qui peut être voilà, contre-productif finalement, euh, parce que soit parce que les acteurs vont avoir des attentes fortes, soit parce qu'au contraire ils vont se dire mais ça c'est un truc que je ne veux pas et donc ils vont se mettre dans des positions de blocage. Et puis il y aura également une présentation estivale. Et dernier point, il y a une démarche de transfert de la méthode et notamment on a un projet CASDAR qui s'appelle Cupter qui va démarrer au 1er janvier et qui va permettre de transférer cette méthode dans d'autres territoires, donc sur les pays de la Loire, notamment dans le pays de Ré et sur l'aire Nantes-Saint-Nazaire, mais dans d'autres régions de France également. Je vais terminer avec quelques remerciements, donc notamment les équipes de la Chambre d'agriculture qui ont été très, très impliquées dans le projet, donc avec Camille Bouc, Cyril Griman et Yann Mathias en particulier, les équipes de Végétopolis Vallée, les financeurs et surtout tous les participants au groupe de travail, puisque ben, finalement c'est eux qui ont permis de faire ce travail-là. Avant de passer aux questions, je vais donner la parole à Cyril, justement Cyril Griman, qui a participé aux ateliers, qui était plus dans une posture de participant. Et donc, simplement pour que rapidement, il vous présente aussi son ressenti en tant que participant aux ateliers sur ce qu'a donné cette méthode euh, et ce qu'il en retient aujourd'hui. Vas-y Cyril, c'est Oui, toi. bonjour à tous. Donc, Cyril Griman, je suis conseiller en développement territorial à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc, je suis conseiller sur ce territoire-là. Donc, moi, j'ai été à la fois participant et aussi un peu dans l'organisation avec David et les autres collègues. Ce qui était intéressant, c'était la progression entre les différents ateliers. Le premier atelier, on a commencé par exemple sur une fresque du climat pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au travers de chaque atelier, via les animations qu'on a pu mettre en place, enfin que David a coordonné aussi, chacun a pu s'exprimer librement
et arriver petit à petit à construire quelque chose de façon collective. Comme il a pu le rappeler, c'était pas évident au départ d'avoir les mêmes personnes sur tous les ateliers, vu que c'était des ateliers d'une journée à chaque fois. On a quand même eu certaines personnes qui ont pu tout faire, d'autres qui sont venus se greffer ensuite aux ateliers, mais voilà, on a pu leur rappeler à chaque fois la démarche et comment ça a pu fonctionner. Donc différents ateliers pour recueillir, pour à la fois informer d'où on en était, vers où on voulait aller, et chaque participant a pu s'exprimer et pour justement puisse exprimer son point de vue sur tel ou tel sujet. Enfin, on n'avait pas forcément les mêmes avis sur l'eau ou sur la destination de certaines filières, mais je trouve que chacun euh, a pu amender à ce travail-là et on arrivait à quelque chose comme le disait David, d'un consensus de la part du groupe. Alors, il y a un côté aussi, se projeter à l'horizon 2050, ça fait un peu loin. On l'a vu notamment dans le dernier atelier, on était plus sur le comment on met en œuvre le projet, on était plus à des solutions à l'horizon plus 2030, on va dire. Ça, ça ramenait peut-être un peu plus de concret sur ce qu'on avait pu faire avant, avec une vision un peu plus lointaine. Mais voilà, globalement, c'est un travail très intéressant d'un collectif qui vient du territoire, donc qui connaît ses spécificités, avec une réalisation à la fin qui peut permettre de débattre sur voilà les choix qui ont pu être faits. Voilà, ça crée de la discussion. Ensuite, on l'a pu le voir lors des présentations que David a pu faire. Au moins, ça crée du débat et ça permet de mettre aussi certains jalons. La composition du groupe, forcément, euh, va faire varier ce qui a pu en ressortir. On n'avait pas certaines entreprises ou organismes présents, donc s'ils avaient été là, le résultat aurait forcément peut-être un peu changé, mais voilà. Je retiens surtout cette idée de consensus, de se poser des questions sur, ben voilà, collectivement, comment on peut amener un territoire à se projeter à l'horizon 2050 sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on voudrait faire à cet horizon-là. Donc c'est tout ce travail-là. Et un autre point aussi qui a plu, je pense, aux participants, c'est la présentation qu'a pu vous faire David. Là, c'était la facilitation graphique qui a pu être faite suite aux différents ateliers, qui permettait de faire ressortir tous les principaux points qui ont été vus dans les ateliers et d'avancer plus clairement, je pense, que si ça avait été juste du texte et des points mis les uns à côté des autres. Voilà. Donc il y avait ce côté-là aussi dans la méthode d'animation qui a facilité les échanges et la compréhension des choses pour les participants. Voilà ce que je pourrais dire sur tout ce processus-là qui nous a, ben, mine de rien, amené sur quasiment un an de travail. Donc c'est long aussi, mais je pense que ce qu'il en ressort en valait la peine. Voilà. Merci Cyril.